bon, salut tout le monde qui se joint au trio économique. Vous avez manqué le pré-show qu'on a fait avant. J'aurais dû l'enregistrer. Il y a plein d'affaires peu généreuses qui s'est dit. Léo Bureau Blouin faisait partie de la conversation. Oui, c'est ça. Pour ceux qui savent qui est cet illustre personnage qui faisait partie du trio, non pas économique, mais du trio infernal des Carrés Rouges à l'époque, avec un certain GND, qui à l'époque disait qu'il n'y avait pas d'affiliation politique avec personne avant de se présenter finalement pour Québec solidaire. Mais non, parce que la classe, avec un truc rouge, c'est tout des hasards. C'est pas des références culturelles précises, non, c'est que des hasards. Tout ça est un hasard. Et il y avait aussi l'autre, on l'a un peu oublié, comment ça s'appelait? Martine Desjardins. Martine Desjardins. Quel incroyable personnage dont j'avais été en débat 3 fois avec elle à la télévision. Puis chaque fois, j'étais absolument pas impressionné de la substance. En fait, le seul leader étudiant que j'ai trouvé qui avait un peu de substance, avec qui j'ai eu à interagir, c'était Pierre-André Bouchard Saint-Amand, qui était là dans le temps de la... Oui, ça, c'était avant les Carrés Rouges. 2003, 2004, je me souviens bien. Lui était un petit peu plus substantif. Ça, c'est quand nous autres, il y avait quasiment un nom pour... Il y avait quasiment un nom pour se présenter chef du PQ, ce gars-là. Comment il s'appelait? Oui, Pierre-André Bouchard Saint-Amand. Ben, c'est un économiste, en fait, de formation. Il a fait son doctorat à Queens. Il est prof à l'ENA maintenant. L'ENAP, excuse-moi. Ben, c'est grâce à lui que j'ai fait de la politique dans ma vie. Ah ouais? La politique ne m'intéressait absolument pas, mais pas du tout jusqu'en 2004-2005. Puis, il y a grève étudiante à ce moment-là, évidemment. Puis, tu sais, moi, pas à l'université pour perdre mon temps, là. Je disais à mon père, tôt au début de la 2e année de mon bac, j'ai dit, écoute, je veux que tu arrêtes de m'aider, je vais faire une bonne job, j'ai des capacités d'emprunt. Quelqu'un qui étudie en actuariat, là, Desjardins te prêtait 100 000 $. C'est pas compliqué. C'est aucun problème. Là, c'est préapprouvé tout. Là. Aucune démonstration à faire. Fait que j'ai dit à mon père, écoute, je vais payer mes études moi-même, arrête de m'aider. Fait que j'ai commencé à emprunter de l'argent pour payer mes études. Pas le droit au prêt et bourse parce qu'il y avait une bonne job, mais il y a eu une bonne job tard dans sa vie. Fait que moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Là. Puis l'actuariat, quand tu finis, premièrement, on finissait la session scolaire. Puis après ça, on avait des examens professionnels pour lesquels on étudiait en même temps. Qui nous aidaient à augmenter nos salaires quand même assez de manière importante avec la Society of Actuaries ou la CAS. Donc, moi, j'avais des examens de prévus, tout ça, comme bien du monde en actuariat. Puis quand tu sors d'actuariat, c'était à cette époque-là 100% de taux de placement. Puis moi, le premier salaire que j'ai signé dans la région de Québec, c'était 45 000. Tu sais, fait pas à l'école pour perdre mon temps. Je me suis endetté d'à peu près 30 à 35 000 pour finir mes 2 dernières années de bac. Fait que là, il nous arrive, ces clowns-là, avec une grève pour je sais pas trop quoi. Là, il y avait un ajustement de prêt étudiant puis tout ça. J'ai jamais fait de politique de ma vie. J'ai appris à sacrément comment en faire. Le niveau de motivation était extrêmement élevé. Fait que j'ai participé on était là, on a fait un vote de grève dans le département d'actuariat. Fait que 98,4% contre la grève. Fait que là, on pensait que c'était réglé. Mais là, tu arrives, tu as la faculté de sciences et génie par-dessus toi, puis eux autres, ils veulent faire la grève. Fait que là, tu vas dans les assemblées pour battre ça. Mais comme il y a pas mal d'ingénieurs puis des actuaires avaient joué un gros rôle là-dedans, puis j'étais un des leaders pour éviter la grève. On a réussi à éviter ça. Puis là, tu arrivais après ça avec la CADA, par-dessus ça, puis eux autres aussi voulaient la grève. Hey, mais sacrément, pouvez-vous nous foutre la paix? Là? Va à l'école. Là. Mais c'est là que j'ai commencé à faire... Là, à force de taponner avec des gars qui étaient des leaders un peu pour les stratégies de plancher, pour les votes, ces choses-là, ben, j'ai fini par apprendre à connaître des gens qui aimaient la politique. Fait que, tu sais, le forum politique qu'il y avait à l'époque, le Politico-Blog, ou non, pas Politique-Québec, je pense que ça s'appelait, commence à taponner là-dessus un peu, puis là, je commence à argumenter, puis là, je commence à me faire une tête, puis je commence à aller... Moi, là, mon but dans la vie, là, c'était de shooter des pucks sur une porte de garage quand j'avais du temps libre. Là. J'avais jamais lu de livre. J'avais jamais fait de politique avant. J'étais un gars de maths. Je faisais des maths pour la job. Puis le reste du temps, c'était du passe. J'ai viré en ce que j'ai viré aujourd'hui grâce à Ticoun, qui voulait qu'on n'aille pas à l'école. Mais tu vois, il y a eu quand même une influence majeure. Finalement, c'est grâce à eux que Yann est politisé aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Avant ce temps-là, j'étais un péquiste de gauche dans ma tête. Là. Ouf.
C'est ça. Ben, mais j'étais pas politisé, fait que je peux être pardonné, je pense. On a le droit d'amnistie. J'ai convaincu... T'aurais pu te partir un parti politique, hein, parce qu'habituellement, quand t'as un péquiste de gauche, puis il y a des trucs qui font pas notre affaire, on part, puis on fonde un micro-parti. C'est généralement ça notre Climat destin. Québec. Climat Québec, il y en a d'autres, là, équipe autonomiste, pas tant de choses. Ma gorge me fait quelque chose, excusez-moi. En 2003, je pense avoir convaincu mon père de ne pas voter pour Mario Dumont pour Bernard Landry. Je pense, parce que le bonhomme, il a fait ce qu'il voulait, lui, là dans son cubicule. Là, mais ça te prouve comment je t'aimais là en sacrament avant de commencer à m'intéresser à la politique. Bon. C'est incroyable, pareil. Mais écoute, écoute, tu sais ce que je pense de la politique en général. La plupart des gens qui veulent faire de la politique de manière active, vraiment, mais vraiment tout. Un rêve, là. Que c'est un rêve, puis que c'est pas par accident qu'ils y vont un peu comme toi. Un genre de Samuel Poulain de Beau-Sud, là. C'est très ciblé comme commentaire, ça. C'est généralement incroyable la quantité limitée de... OK, on parle bien de Samuel Poulain, c'est bien. OK. Ah non, on n'est pas sur Patreon. Tantôt, les ouais, c'est tantôt. tantôt. La partie pas généreuse, c'est mais non, mais écoute, en général, les talents que tu as besoin en politique, les traits de personnalité qui sont récompensés politiquement, ce sont ceux de la projection de confiance en soi. Donc, que tu projettes que tu as une certaine confiance en toi. Alors que la projection de confiance en soi, souvent, est souvent liée contraire à, par exemple, des talents intellectuels. Ça m'arrive fréquemment de dire, je ne le sais pas. Ça ne projette pas de la confiance en soi de dire, écoute... Toi, tu penses que tu ne projettes pas de confiance en toi, là? Non, mais c'est parce que dans le contexte qu'on est, ça ne fait pas lier. Mais tu sais, ça m'arrive fréquemment de dire, écoute, je ne le sais pas, live on the spot, laisse-moi aller voir, tu sais, un livre ou un article, je vais aller, laisse-moi me faire une tête. Dire ça à quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut que tu aies non seulement, tu sais, d'avoir l'air... En politique, il faut que tu aies réponse à tout, il faut que tu aies l'air de savoir tout. Parce que si tu réponds que tu le sais pas, ou tu réponds de quoi qui est plus ou moins. La première affaire que tu vois, c'est ta face un peu croche dans le journal ou avec les dents sorties, puis avec gros titre, le député de telle place, le député Gélozo de Longueuil. Pour Climat Québec. Pour Climat Québec. Pour Climat Québec, bien sûr. Admet ignorer telle affaire. Et puis là, en dessous, très inquiétant de voir des gens ignorants se présenter. Tu sais, on la connaît, la game. Là. Ah oui, c'est toujours ça. Mais en même temps, c'est parce que l'impression, ça c'est vraiment important, l'impression que tu communiques de savoir tout est absolument contraire à celle de la personne qui veut savoir plus. Parce que par définition, tu reconnais des fois qu'il y a peut-être des facettes d'une question que tu n'as pas pensé, que tu n'as peut-être pas réfléchi à tous les détails et ramifications d'une certaine chose. Moi-même encore, des fois, tu sais, je suis économiste de formation, puis ça m'arrive de relire des trucs dans lesquels j'ai été entraîné, puis de faire « c'est vrai, ce point-là, c'est vraiment un bon point pour X ». J'avais oublié ce détail-là, même si c'est ça ma job, il y a des choses que j'oublie des fois, ou que j'appréciais pas la première fois que je les ai vues. Mais en politique, faut pas que tu aies l'air, faut pas que tu aies l'attitude qui est celle de la recherche de connaissances, parce que tu as une pénalité pour faire ça, et avoir la recherche de connaissances vient avec l'opposé de la projection de confiance en soi, d'espèce de « je sais, j'ai la réponse », alors que un bon peddler. C'est ça, je pense qu'on peut le dire de même. L'attitude de l'intellectuel / académique / entrepreneur, c'est pas la même chose que l'attitude du peddler. Puis je pense que la plupart des politiciens sont des peddlers. Ben oui. Je dis pas qu'ils sont tous. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être vraiment qui croient à leurs idées. Il y en a qui s'engagent. Mais la réalité, c'est que généralement, ceux qui sont vraiment, qui ont des idées très, très, très... qui s'attachent très fortement à des idées, soit c'est des idées assez simples, dans le sens qu'elles sont très catégoriques comme souveraineté versus pas souveraineté. Ça, c'est assez simple à comprendre, puis c'est facile d'avoir un attachement extrême. Mais toute autre idée, que ce soit des idées comme, disons, être super libertarien ou être super socialiste, ben les deux, ça te commet aux extrêmes de la distribution. Donc, les chances que tu aies du succès politique
sont excessivement limités. Donc, tu ne verras pas ceux-là. Donc, ceux qui ont peut-être vraiment des principes ou qui croient vraiment, ils n'ont pas beaucoup de chance parce que l'univers politique a intérêt à réduire la conversation le plus possible. Même si tu as une idée très forte que tu veux défendre sur un sujet très précis, les récits, Marc Bellemare, tu sais, je veux dire, tu feras pas long feu, là. La politique n'était pas faite pour Marc Bellemare. Là. Marc Bellemare, lui, son cheval de bataille, c'était la fin du No Fault, c'est ça? Exactement. Ouais, ben t'avais ça, puis t'avais ben ça, c'est venu après, là, mais l'histoire de la nomination partisane des juges. Là. Ça a été ça, la grosse patente qui a fait casser. Charest l'a quand même attiré en politique en lui disant « Ouais, Marc, est-ce que tu crois vraiment, là, la SAC, là, le No Fault, tout ça, on va attaquer ça. » Même pas été proche sur le bord de commencer à peut-être le faire. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que les gens qui ont plus ou moins de conviction, mais qui sont attirés par la chose publique, puis le débat public, puis ce genre de patente-là, eux trouvent facilement leur compte en politique parce qu'ils peuvent passer de la CAQ au PLQ, au PQ en l'espace de 2-3 ans, puis ils voient là-dedans pas vraiment de problème. Je veux dire, moi, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, de savoir, mettons, que, je sais pas, moi, genre de Gaétan Barrette de ce monde se présente avec la CAQ en disant que les libéraux, c'est la pire affaire qui pouvait arriver au Québec, qui font n'importe quoi en santé, finalement se présente avec les libéraux pour faire le plan qu'il y avait quand il était avec la CAQ. Et là, les gens de la CAQ critiquaient ce plan qu'ils voulaient faire avec lui avant. Et tu dis, sérieusement, il faut quand même aimer beaucoup dire n'importe quoi pour être à l'aise là-dedans. Moi, mais là-dedans, lui, tu le fais paraître bien parce que ça veut dire que lui, il avait une idée. Il a il a attaqué un parti qui ne voulait pas son idée. Après ça, quand là, le parti qui ne voulait pas son idée lui a offert de la faire, il a décidé d'aller la faire. Puis après, l'autre parti, la guidoune là-dedans, c'est celui qui l'a critiqué quand il a défendu son idée. Mais lui, là-dedans, il a l'air d'un bon gars qui est juste, je m'en fous du véhicule, je veux juste faire X. Et c'était tellement une mauvaise idée en plus. J'ai pas fait de commentaire sur la qualité de l'idée. Mais là-dedans, ce que Frank a décrit, c'est un gars qui est peut-être le very high principles. Ouais, il s'est quand même promené pareil, là, mais ce que je voulais dire là-dedans, moi, c'est sur. Prenez par exemple là, ce que la CAQ raconte avec la santé. Là. Ah oui, là, on a allumé. Là, ce qu'il faut absolument faire, c'est décentraliser le réseau, faire de la place au privé, etc. Mais c'est parce que ce que je viens de dire avant, parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est de la faute des libéraux et de Barrette, c'est le réseau de même. C'est juste que. Ça, ils n'ont pas de part. Oui, mais c'est ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est eux qui voulaient faire ça avant que Barrette change de bord de la Chambre. Barrette s'est présenté avec la CAQ au début avec ce programme-là. La CAQ, c'est pire que Mario Dumont. Une des affaires qu'il ne faut pas oublier, c'est quand il y avait la fusion ADQ-CAQ, une des choses qui était qui a causé Gérard Deltel, qu'est-ce qu'il a fait là? Ben écoute, il n'y avait pas d'autre choix. Franchement, je pense qu'il essayait juste de sauver sa peau au final parce que peu importe ce qui se serait passé, la DQ allait soit s'effondrer avec eux. C'était quoi? C'était 600 000 de dettes qu'il y avait à peu près? Il y avait quelque chose comme ça. Là. La situation était vraiment atroce pour la DQ. Mais un des deal breakers qu'on n'oublie pas, c'était qu'il y avait une multitude de gens qui étaient contre le privé en santé dans la clique Legault. Et que les ADQs voulaient du privé en santé et le SOP qu'il y a eu, l'espèce de projet pilote. C'est ça, le projet pilote, la petite concession, mais celui qui demandait la concession, OK, mettons en contraste si ça s'est fait ou non. La concession, c'est Deltel qui la demandait. Celui qui l'a offert, c'était Barrette. Parce que Barrette allait se présenter. Ben, c'est ça que j'ai compris. C'était Barrette, je pense, en 2012. Parce qu'en 2012, à cette époque-là. Fait que la CAQ était dans son noyau initial. Oui, j'avais oublié celle-là. Dominique Anglade dans le temps à la CAQ. Ben oui, c'est la présidente du parti. Ils sont magiques, ces gens-là. S'ils peuvent dire tout et n'importe quoi, ils sont magiques. Mais tu sais, sur la santé, je pense que c'est... Après ça, ils se demandent pourquoi les libéraux sont en train de mourir. Checkez-vous aller, cette fille. Ben écoute, mais si le Parti libéral descend assez bas, on devrait, avant de passer au sujet de la journée, on devrait faire un putsch, tout se joindre au Parti libéral, présenter on fera la courte paille, lequel de nous trois devient chef, et on se présente, et on le renomme le nouveau Parti libéral du Québec.
Comme ça, nos militants seront des néolibéraux. Et on va pouvoir assumer l'étiquette avec fierté et rire de la chose et avoir par héritage institutionnel une sorte de longue tradition. Puis au nombre de membres qui ont au Parti libéral présentement, je te garantis que si on demandait à tous les auditeurs présentement du show de se joindre, je te garantis qu'on a ce qu'il faut pour faire élire un de nous trois comme ça. Ça serait mal. Le membership, c'est pour poser des pancartes souvent. Là, puis, je veux dire, les libéraux ont une certaine quantité de membres, mais je veux dire, il y en a beaucoup en chaise roulante là-dedans. Là. Non, je te garantis qu'on est capable, juste avec les gens du live, qu'on est capable d'avoir au moins 15% du vote. Ouais, c'est ça qui est le pire. L'autre option, c'est drôle en maudit. L'autre option, c'est qu'on appelle ça le nouveau Parti solidaire aussi. Moi, je trouvais que ce serait un bon nom. Là. Non, mais ça, on y va. Il faut vraiment qu'on dise. Ça va vraiment être un parti libéral. Les néolibéraux. Oui, on l'appelle le nouveau Parti libéral. Juste comme ça, on peut voir la réaction de certaines personnes. Je comprends ton idée, mais moi, je ne suis pas un prof d'université. Je n'ai pas de temps à investir là-dedans. Je sais. Moi non plus, je ne ferai jamais ça. Mais ça serait drôle quand même de voir le Parti libéral être finalement un parti libéral au lieu de défendre la nationalisation de l'hydrogène. Ah, regarde, ils sont incroyables. Oui, mais ça, ils ont dit ça fait 2 mois déjà. Ils sont peut-être bien plus là-dessus. Ouais, c'est ça, faudrait... Elle va en reparler dans la campagne. Écoute, oublie pas, cette semaine, il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a envoyé les ananas du Québec. Oui, absolument sérieux. Moi, personnellement... Il ne faut jamais oublier que quand on dit quelque chose, il y a toujours le danger qu'un politicien va se dire « Hey, c'est une bonne idée, ça! » C'était pas sur la Côte-Nord, mais on s'y rapprochait tranquillement. C'était quoi? C'était à Longueuil ou quelque chose comme ça? Non, c'était plus dans le Nord que ça, je pense. Là. Mais bref, C'était quelque chose... Ouais, en tout cas, il y avait ananas dedans. Il y avait des ananas du Québec. Ah, c'était incroyable. Hey, j'avais un autre affaire avant qu'on rentre dans le truc du jour. Les gens qui écoutent le podcast le savent. On a un sujet aujourd'hui? Ouais, on va parler d'autres choses après. Mais on peut parler des coalitions, des gouvernements de coalition. Mais les gens qui écoutent le podcast le savent parce que ça a été un sujet il y a une couple de semaines. Là, on avait parlé de ça, de tes recherches. Vincent, mais j'ai vu passer ça sur ton Facebook. Je pense que ça peut être quand même bien d'en parler si ça t'intéresse de le faire. J'ai vu que tu as eu un relais parce que là, je ne sais pas si tu vas assumer cette étiquette-là, mais tu rayonnes dans l'espace européen et on t'appellera désormais Vincent Bock-Geloso. Donc, donc c'est ça, dans le fond, très avec mon français très québécois. Ouais, c'est ça. Ça va te prendre un petit peu de pratique pour parler comme Mathieu, je pense. Là. Mais si tu parles assez vite, c'est vrai que Mathieu, il parle tellement bien. Son élocution est parfaite. Il n'y a jamais d'hésitation dans son... c'est pour ça qu'il y a un succès là-bas. S'il parlait comme moi, personne ne l'inviterait. Tout le monde a compris ça. C'est pas juste une question de la quantité de vocabulaire du gars. C'est le débit. Et le gars est incroyable. Il n'y a jamais une hésitation. Son cerveau arrête jamais pour choisir les mots. Mais là-dessus, je peux-tu quand même faire une critique? Non, vas-y. Il y a beaucoup de phrases creuses avec Mathieu aussi. Moi, c'est pas mon style, franchement. Ça me fait pas triper. C'est un peu Denise Bombardier. C'est le style français. Je pense qu'il s'adapte à son marché beaucoup. Moi, ça me fait vraiment pas triper, ce style-là, largement parce que, comme économiste, dans mon domaine, si tu as des phrases simples, puis il faut qu'ils soient analytiques, puis il faut que les phrases aient beaucoup de... Moi, j'aime parler en bullet point. Personnellement, là, je suis vraiment... Puis parce que mon cerveau fonctionne comme ça, tu sais. Puis t'es un peu de même aussi quand tu parles, tu sais, des fois, tu commences un speech de 5 minutes en disant, là, il y a 3 affaires dans cette affaire-là. Puis si je te coupe dans la deuxième, t'es en sacrement, mais là, ça fait 3 minutes et demie que tu parles. Non, mais c'est vrai. Puis je pense que je suis un peu pareil quand t'as un cerveau un peu plus cartésien. Moi, quand j'écris un texte, c'est des bullet points. Je les vois. Là. Ouais. J'ai 3 idées, j'ai 4 idées dans mon texte, puis c'est boum, boum, boum. Puis je vais faire le texte autour de ça, puis ça va quand même sortir assez vite. Mais si tu t'enlèves un peu parce que je mets des adjectifs pour que ce soit cute des fois, là, mais si tu enlèves un peu d'habillage, tu es capable de trouver les bullet points dans mon texte si tu veux. Mathieu Bock-Côté, c'est pas ça. Là. C'est un fleuve. Ça part, là. Puis... C'est presque lyrique quand il parle. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Il y a un côté littéraire. Un aspect musical. Je sais pas si tu l'écoutes à voix haute. Des fois, c'est presque une mélodie dans la manière dont il parle.
l'organisation est très claire, mais généralement, effectivement, moi, je trouve que je peux exprimer l'idée assez clairement, comme par exemple, il y a des traditions, le poids des traditions est important parce qu'elles ont survécu à travers l'histoire. Peut-être que tu ne devrais pas niaiser avec ça. C'est un statement relativement conservateur que je viens de faire. Mathieu va être capable de mettre ça en 17 minutes avec un langage incroyable. Puis tu as presque envie de boire ces mots, mais non. Mais anyway, pour revenir à ce que je disais, ton travail avec celui de ton collègue sur les travaux de Emmanuel Saaz et Thomas Piketty ont eu un certain écho là, de ce que je peux voir, parce que dans le fond, tu donnes une entrevue, je ne sais pas de quand ça date exactement, là, je pense que ça fait une peut-être. Je l'ai donné vendredi passé par... Oui, c'est vendredi passé que je l'ai donné. OK, donc les gens peuvent aller voir ça sur atlantico.fr. On le voit ici à l'écran. Donc, je vais arrêter le partage, mais dans le fond, est-ce que tu es surpris un peu que ça a eu un certain... Parce que c'est ce que tu nous avais dit. Tu avais dit que c'est important ce qu'on a sorti sur Piketty et Saez, qui sont quand même deux... je veux dire, c'est deux gros noms là, que beaucoup de gens citent sans avoir lu, comme habituellement quand on cite des choses. Là. Mais beaucoup de gens se réfèrent à eux. C'est comme devenu une espèce d'autorité là, en matière d'inégalité. Puis toi, ce que tu as soulevé, tu peux peut-être le répéter brièvement s'il y en a qui ont manqué cet épisode-là. Puis après, tu sais, es-tu surpris de voir que ça a eu un relent même dans un truc européen? Écoute, oui, je suis surpris, je vais être honnête. Ça m'a pris de court un peu, mais en fait, je suis beaucoup plus surpris de la réaction aux États-Unis parce qu'en France, il y a quand même une clique de gens qui n'aiment pas Piketty. Donc, je m'attendais, juste par le fait qu'il y avait un des auteurs qui était francophone, que ça allait attirer un peu d'attention en France. Donc, j'ai donné des entrevues. En fait, j'en ai une avec un gars des Échos qui est cédulé, donc il faut que j'en parle bientôt. Mais aux États-Unis, par contre, la réaction est beaucoup plus forte. Mon co-auteur, je pense que c'est arrivé il y a 2-3 jours. Il y a peut-être un témoignage qu'on va faire au Congrès. Je vais laisser probablement mon co-auteur le faire parce que c'est un peu étrange quand un non-américain va témoigner. Donc, parce que je ne suis pas citoyen, mais mon co-auteur est citoyen. Ben, mais on a aussi... intéressant pareil, là, juste pour l'expérience de le faire une fois dans Je vais probablement y aller avec lui, mais je vais peut-être... on va voir, là, parce que je ne vais pas causer de... Je suis un Canadien, Phil est un Américain. Mais on a un op-ed dans le Wall Street Journal qui s'en vient. Ils nous ont sollicité un article. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, mais on leur a envoyé, puis ils nous ont dit quand les articles sur l'Ukraine seraient terminés, ils allaient le... Oui, parce que présentement, c'est ça, jour et nuit partout. Oui, il y a un petit peu préséance sur un autre sujet d'actualité. Oui, exact. Mais quand même, somme toute, ce que vous... Ben, tant mieux si ça ce qu'on dit, en gros, là, parce que tu m'as demandé c'est quoi le résumé, on trouve qu'ils ont fait des fois des petites erreurs de transcription dans leurs données. Rien de dramatique. Des fois, des erreurs méthodologiques pas très graves, mais qui comptaient un petit peu pour beaucoup, mais beaucoup d'erreurs de compréhension des sources qui vont généralement dans la direction de surestimer les inégalités de beaucoup. Alors, quand on fait les corrections, on trouve qu'il y a un niveau d'inégalité beaucoup plus bas. Particulièrement. Quand tu parles, excuse-moi de te couper, Vincent, mais quand tu parles d'inégalité, des erreurs au niveau des revenus comme variables qui sont pris dans tes analyses, je veux dire, c'est important. Là. C'est carrément tu sais, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une erreur sur une donnée qui est un petit peu aberrante, dans le fond, que tu signales une erreur, mais là, c'est des erreurs qui sont directement au centre des calculs qui t'amènent à finalement ta conclusion finale sur les inégalités. Là. Ben non seulement ça, mais eux, ce qu'ils trouvent, la partie qui est importante, c'est qu'eux, ils décrivaient qu'au cours du 20e siècle, il y a une courbe en U des inégalités, puis ça commence très élevé au début des années 1910, ça descend jusqu'aux années 50, mais ça descend, eux, ils disent, ça descend surtout pendant les grandes réformes fiscales des années 40, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après, ça arrive à un bas niveau, puis ça réaugmente avec Reagan. Donc, un discours qui fit un peu avec des préconçus idéologiques de gauche. Nous, ce qu'on souligne, c'est que le niveau est plus bas. Puis quand tu compares avec les gens qui font des modifications post-1960, il n'y a pas une très, très forte augmentation. Donc, au lieu d'être une grande courbe en U,
ben c'est plus comme une petite, c'est ça, c'est la courbe en U. Ça, c'est la courbe de Piketty là, qu'on voit apparaître à l'écran. Nous, ce qu'on montre, c'est que tu prends les deux extrêmes de cette courbe-là, tu descends tout le niveau pour toutes les années, donc tu es toujours plus bas, peu importe c'est quoi. Mais les extrêmes, c'est comme si tu essayais de tirer les deux tiges vers l'origine. Donc, la courbe est beaucoup moins prononcée. Et ce qu'on souligne, c'est que le timing est complètement différent. Par exemple, la moitié du nivellement qu'il y a avant les années 1950 se produit pendant la Grande Dépression, ce qui change beaucoup l'interprétation, parce que si ça se produit, si, mettons, la moitié des gains d'égalité se produisent pendant une période où tout le monde devient plus pauvre, il n'y a pas grand-chose à célébrer, surtout si tout ce que tu dis, c'est que les plus riches, leurs gains en capitaux se sont effondrés. D'accord, c'est plus égalitaire après qu'avant, mais les plus pauvres avaient des taux de chômage de 25-30 %. Je m'excuse, mais il n'y a rien à célébrer dans de telles statistiques d'égalité. Puis ensuite, on montre que oui, la fiscalité, les augmentations d'impôts sur les plus riches, a eu un petit effet, mais on montre aussi qu'il y a des choses beaucoup plus mondaines qui ont fonctionné, comme par exemple la convergence régionale aux États-Unis, le fait que les États du Sud sont devenus plus riches, ont rattrapé le reste du pays, ça a causé une force d'égalisation. Le fait que les Afro-Américains se sont déplacés du Sud vers le Nord, donc des bas salaires vers des hauts salaires, que les femmes sont rentrées sur le marché du travail, donc sont passées de 0 revenu à 1 revenu, peu importe c'est quoi. Il y avait un gain d'égalité. Donc, des choses plus mondaines que la taxation ont eu des effets importants. Ça change la narrative, mais ça ne change pas l'idée qu'il y avait une époque, les années 40, 50, 60 étaient plus égalitaires que les décennies précédentes et que les décennies subséquentes, mais l'interprétation devient dramatiquement différente, alors que Piketty 16 mettent l'accent sur la taxation et le rôle de l'État. Nous, on met l'accent sur des changements dans le fonctionnement des marchés, que c'est des changements qui étaient à la limite hors du contrôle des policy makers, donc des décideurs politiques. Et ça a un écho assez élevé dans le reste du monde académique. Non seulement ça, mais j'ai été surpris de voir que même des économistes plus à gauche, un exemple, c'est Wojciech Kubczuk, qui est l'éditeur du Journal of Public Economics, avec qui j'ai interagi fréquemment, mais je ne pensais pas qu'il était sympathique à certains de mes propos, mais il a dit que c'est un tel excellent article. Les conclusions sont vraiment très convaincantes. Donc, c'est un social-démocrate. Puis le fait que je suis capable de tirer des gens qui sont des sociaux-démocrates. L'article n'est pas un article idéologique. Ce n'est pas un texte que j'ai écrit pour l'IEDM où là, je joue deux chapeaux en même temps. C'est pas un article d'opinion. C'est pas un article d'opinion, mais exact. Apparemment, là, la fenêtre se déplace un tout petit peu avec cet article-là, beaucoup plus que ce que je m'attendais. Ça nous amène un peu à ce que tu parlais il y a quelques podcasts sur, je pense qu'on a même parlé dans le dernier qu'on a fait sur l'honnêteté intellectuelle. Moi, je pense que là, tu as la preuve avec cet exemple-là que l'interlocuteur, qui est le directeur du journal en question, est quelqu'un d'honnête intellectuellement. C'est ce que tu disais, c'est quand tu acceptes de publier ou de donner de la visibilité à quelque chose qui va peut-être à l'encontre d'une idée préconçue que tu avais, mais que tu juges assez solide ou assez factuel. Un peu ce que tu parlais sur certaines privatisations qu'il y a eu en Europe où tu te rends compte que, OK, bon, finalement, c'est pas du tout ce que j'ai pensé. Ça a été un peu une catastrophe et voici pourquoi. Mais justement, quand vous analysiez ça, on en a parlé, mais je pense que c'est important d'y revenir parce que c'est un sujet qui a l'air d'avoir de l'attraction, en tout cas dans ton domaine. Quand vous faisiez les recherches là-dessus, est-ce que de base, vous pensiez qu'il y avait des... Parce que dans le fond, si vous êtes allé fouiller là-dedans, c'est que vous aviez comme l'intuition qu'il y avait peut-être une erreur ou des erreurs là-dedans. C'est quoi qui vous a amené à aller fouiller ça? Puis ce que vous avez trouvé, est-ce que ça laisse penser que c'est uniquement des erreurs ou il y avait vraiment une tentation là-dedans d'arriver à des conclusions? Parce que de mémoire, tu m'avais dit qu'il y a disons qu'il y a des erreurs qui ont plus l'air volontaires qu'autre chose. Oui, quand ça a commencé, mon co-auteur, Phil, était beaucoup plus hostile. Phil avait déjà engagé avec Piketty. Il y avait eu un article qui avait été publié, que lui avait déjà réussi à publier.
j'ai envie de dire 2015. Donc, Phil avait déjà commencé à travailler sur d'autres aspects des travaux, puis il me le disait qu'il trouvait qu'il était malhonnête. Moi, ma réponse à l'époque, quand ça a commencé, c'est il y a un aspect des calculs que je sais que ça ne fait pas de sens, mais ça, c'est parce que j'ai une expertise dans un truc particulier, la comptabilité nationale. C'est plate, là. C'est vraiment plate. C'est très, très plate. Mais j'ai une expertise là-dedans parce que, comme historien économique, ce que je fais, c'est de reconstruire des données de PIB dans le passé distant. Donc, j'ai une familiarité avec les méthodes qui mènent à calculer ça. Et je voyais qu'il y avait des choses qui étaient un peu sloppy, mais quelque chose qui n'est pas sloppy par design, mais plus par ignorance plus qu'autre chose. Et que ce n'est pas nécessairement une faute professionnelle. Maintenant que j'ai dit ça, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a des erreurs que j'ai commencé à découvrir et un pattern qui était vraiment difficile à réconcilier avec ma préconception initiale, puis qui fitait beaucoup plus avec mon collègue Phil, mon co-auteur, qui lui disait ouvertement qu'il trouvait que c'était sloppy, mais sloppy de manière délibérée, que des raccourcis ont été faits qui étaient... en fait, ce qui est assez important, c'est qu'à peu près, à un moment donné, on a fait la comptabilité, on le mentionne dans l'article, à peu près 90% des erreurs vont dans une direction. Donc, si tu mets des erreurs 0 ou 1, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes, tu peux faire des erreurs, puis qu'au final, la somme des erreurs, en termes de leur importance, va d'un côté, mais qu'il y a juste plusieurs erreurs, mais qu'une erreur, c'est un 1, l'autre, c'est pas une erreur, va dans l'autre direction. Ben, comme toi, mettons, tu écris un article, tu pourrais faire une erreur dans le sens où tu t'es trompé sur quelque chose, puis finalement, si tu ne l'avais pas fait, ton point aurait été encore plus fort. Oui, mais mettons, je vais le dire de même. Des fois, il y a des erreurs qui sont plus grosses que d'autres, et individuellement, chaque erreur devrait être compensée par une autre erreur qui va dans l'autre direction. Puis si tu arrives à une moyenne plus ou moins de 0, donc que les erreurs dans un sens sont cancellées par les erreurs dans l'autre sens, tu es correct. L'affaire, des fois, qui peut arriver à des résultats qui changent, c'est si une des erreurs qui va dans un sens est particulièrement importante, là, l'erreur n'est pas problématique, c'est pas un pattern de mauvaise foi, c'est juste que tu avais une grosse erreur, mais ce n'était pas une erreur de mauvaise foi. Le problème, c'est que nous, on a trouvé que quand on faisait des erreurs individuellement, on disait, OK, as-tu fait une erreur positive ou négative? On ne regarde pas si c'est gros ou petit. On arrive qu'au final, à peu près 90% des erreurs allaient tout le temps dans la même direction. Là, ça commence à être difficile à justifier, là, que ce soit... en fait, la seule erreur qui n'allait pas... Une marche aléatoire. C'était vraiment pas aléatoire. En fait, la seule erreur qu'ils ont faite qui n'allait pas dans leur sens, qui ont fait 10 grosses erreurs, en gros. L'erreur qui n'allait pas dans leur sens, c'était qu'ils n'avaient pas réalisé que dans les données pour estimer ce qu'on appelle le revenu des top 10%, tu prends tous les gens qui ont déclaré des impôts dans une année, puis après ça, tu prends leurs revenus, tu fais certains ajustements pour comparer avec le revenu de toute la population. Donc, ce n'est pas les revenus fiscaux, c'est le revenu de marché de toute la population. Puis après ça, tu divises un par l'autre. Right? C'est assez simple. Le problème, c'est que dans les statistiques de l'impôt, tu avais les territoires, les gens qui gagnaient dans les territoires d'Hawaï et d'Alaska. Mais dans les données du national, pour créer le dénominateur, Hawaï et Alaska n'étaient pas inclus. L'effet que ça a eu, c'est que ça jouait contre eux, contre leurs propres findings. C'était la petite erreur, mais l'affaire, c'est qu'Hawaï et Alaska, c'était 0,3% de la population américaine. Ça allait dans une direction, mais c'était très, 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 très peu significatif. Non seulement ça, mais leur déviation n'était pas si grande que ça. Mais c'était vraiment la seule erreur qui allait dans le sens que eux n'auraient pas, ne fitaient pas avec ce qu'ils disaient après dans leur débat. Au final, honnêtement, je pense que c'était un des travaux. Puis je le cache plus maintenant. Au début, j'étais mal à l'aise, j'étais pas sûr de si je voulais dire ça. Mais plus le temps progresse, plus je pense à cet article-là, puis les efforts qu'on a eu à mettre pour le faire, pour faire la réplication, pour comprendre ce qu'ils ont fait. Le fait que les fichiers, par exemple, étaient un mélange d'anglais et de français. Ce qui n'est absolument pas professionnel, soit dit en passant. Mélanger les deux langues dans un fichier. Tu dois soit mettre une traduction. Si tu prends une citation originelle, tu mets une traduction en dessous. Mais je veux dire, si on n'avait pas eu un francophone dans l'équipe, ça aurait été plus difficile de comprendre qu'est-ce qui avait été fait.
j'ai trouvé que ça a été vraiment pénible de faire cette révision-là. Combien d'heures d'ouvrage, tout ça, Vincent? 6 ans de travail, au final. On a commencé cet article-là en 2017. Il y a des choses aussi qu'on a découvert dans le processus. Il y avait aussi des fois des questions de framing. Donc, des fois, c'était pas juste le délai de 6 ans n'était pas uniquement à cause. Tu as combien de projets d'ouvert présentement? Là? À n'importe quel moment, je travaille à peu près sur 10 articles scientifiques. C'est à peu près ça la chose que je me garde. Puis la raison, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut que tu écrives A à Z un article. Puis la raison, c'est que ça ne marche pas de même. Une idée, c'est comme... Tu vas t'emmerder, puis tu vas tourner. Tu vas l'ailler. Puis après ça, quand tu vas boquer, tu vas te fâcher après. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus comme... Certaines choses ont besoin, comme de l'alcool, de fermenter un tout petit peu. Tu as besoin de laisser les choses fermenter pour que ça goûte quelque chose. Tu as besoin de diversité aussi. De ton côté, il ne faut pas que ce soit trop... Ben c'est ça, mais non seulement ça, mais des fois, je fais quelque chose. Puis là, après, en faisant un autre truc, je suis comme shit, il faut que j'utilise ça pour l'autre. J'avais pas pensé à faire ça. Des fois, les projets entre eux font de la... Je sais pas comment dire ça en français, mais... La synergie, Vincent. Non, je ne vais jamais dire ce mot-là. J'haïs tellement ce mot-là. Putain, j'haïs le mot synergie. Ça fait New Age solide. Non, mais ça fait consulting, mais tu sais, la version cheap du consulting, là, c'est comme j'ai mis synergie sur un bullet point. On va faire un projet lean pour en parler. Ça fait, il y a une madame qui vend des thés et des colliers énergétiques, là, quelque part. Oui, avec les cristaux. Les cristaux et les trucs de, comment il s'appelle, Marcel Leboeuf, là, les noisetiers. Ah non, je ne suis pas capable. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai hâte de voir dans ce que vous avez fait comme travail, c'est la réponse, si réponse il y a. Je pense pas qu'il va y avoir des réponses. Parce qu'en général, on mesure la qualité du travail en fonction de la qualité des réponses aussi, honnêtement. Puis ça me fait penser à un livre qui m'a bien marqué, moi, quand je l'ai lu. Peut-être, Vincent, ça va te dire quelque chose. C'est ce livre-là, Alan Sokal, qui est basé sur justement une autre affaire qui s'appelle l'affaire Sokal. Là. Et en fait, c'était quoi? C'est ces deux physiciens. Un héros. Ces deux physiciens qui ont publié un article parodique dans un journal de sociologie aux États-Unis. Et toutes les références qu'il y a dedans sont tripotées, inventées, hors contexte. Mais le propos va exactement dans le sens de ce des préconçus idéologiques qu'il observait parmi les textes qui étaient publiés là-dedans. Ils ont fait un repas 5 étoiles avec du fast-food. Exact. Et eux ont fait volontairement un article parodique, mais l'article a été publié par la revue. Et eux, après, ont sorti ce livre-là, qui était une bombe dans le... La revue savait que c'était un article parodique? Non, ils l'ont dénoncé après. Non, ils s'en sont pas rendus compte. Mais honnêtement, là, j'ai pas tous les trucs en tête, là, mais si tu le lirais, c'est grotesque. Là. C'est carrément grotesque, mais ça va dans le sens de l'idéologie que le journal mettait de l'avant. Mais tu sais, c'est vraiment grotesque. Là. Et dans le livre, Les impostures intellectuelles que j'ai fait apparaître à l'écran de Sokal et Bricmont, ce qu'ils racontent dedans, c'est qu'ils prennent tout ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory. Là. C'est-à-dire toutes les auteurs de la pensée, de la déconstruction des Français, les Deleuze, les Guattari, les gens qui tournent alentour de la psychanalyse, etc. Et ils montre là-dedans que ces gens-là ont utilisé les mathématiques et les sciences de manière frauduleuse. Là, il prend des phrases mettons, il prend des phrases de Jacques Lacan. Jacques Lacan, c'est le psychanalyste français probablement le plus connu de l'histoire. Et dedans, il dit, regarde, Lacan ici utilise telle théorie mathématique pour parler de psychanalyse. Il n'a pas compris ce que la théorie veut dire et voici pourquoi. Puis c'est comme ça tout le long du livre. C'est un débâtissage en règle de tout ce que ces gens-là ont raconté. Mais le plus drôle, c'est la réponse qu'il y a eu à ce livre-là. La réponse, c'était que ces gars-là, c'est deux abrutis d'extrême droite, alors que, je veux dire, Bricmont est un gars full à gauche, en passant. Naturellement. Ça, c'est la réponse classique. Oui, c'est la réponse classique. Et puis, vu qu'il critiquait la psychanalyse et que Freud et Juifs, c'était des antisémites, en tout cas, vous voyez le genre de réponse complètement farfelue et ridicule que ce livre-là a eu. Mais mon point, pour revenir à ce que Vincent parlait avant sur son travail, c'est moi, je mesure la qualité d'un travail à l'absurdité des réponses qui y sont données. C'est-à-dire que quand quelqu'un produit quelque chose, puis des gens se donnent la peine de répondre à ce travail-là par des trucs sérieux, en général, tu sais que ce qui a été fait
méritait d'avoir une réponse structurée parce que ce qui a été dit était plus ou moins vrai. Mais quand les réponses que tu as à un travail sont hystériques, comme celle de ce type-là, en général, c'est parce que c'est inattaquable, puis les gens... Parce qu'il y a deux réponses. Soit tu attaques de manière complètement délirante ou tu n'en parles pas. Donc, toi, Vincent, tu penses plus que la réaction, ça va être de faire comme si ça n'avait jamais existé. Ben, tu as le phénomène David contre Goliath aussi. Là. Tu sais, je veux dire, on t'aime bien, Vincent, mais tu es un peu David dans cette histoire-là versus Piketty. Ben, effectivement, mais il y a deux choses qui me font dire qu'il n'y aura probablement pas de réponse. Trois, en fait. La première, c'est qu'il y a déjà eu une réponse sans qu'on le remarque. Un économiste, David Splinter, nous a dit que dans une version révisée de ce qu'ils ont fait, ils ont concédé un des points. Où est-ce qu'ils ont dit, puis je ne le savais même pas parce que c'était caché dans un footnote, dans un truc qu'ils ont republié en 2020 ou 2019. Splinter, il m'envoie ça, il dit, si tu check note en bas de page 9, il te concède la deuxième section de ton article au complet, genre. Quelque chose comme ça, comme ils ont concédé comme 15% de l'article d'une shot dans une note en bas de page. Puis je pense que ça va être la limite des réponses. Premièrement, parce que Piketty ne fait plus beaucoup de recherches académiques. Piketty est beaucoup plus un intellectuel public qu'autre chose maintenant. Il publie encore quelques articles scientifiques, mais si tu t'imagines qu'il vit dans les deux mondes, de l'académique et de la sphère publique. Il est rendu plus dans l'opinion, là. C'est ça. C'est peut-être, mettons, avant, c'était peut-être du 70-30, maintenant, c'est du 30-70. Il y a un blog, là, Piketty, là, si vous allez voir dessus en ce moment, il parle de la guerre en Ukraine. Ben, en fait, il est le Paul Krugman de la France. C'est comme ça qu'on devrait le voir. C'est un gars qui a fait des recherches vraiment importantes, puis je veux pas... je critique le sloppiness sur l'article, mais je maintiens que la méthode qu'il a utilisée, la méthode de base, parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a comment tu introduis les données dans la méthode, nous, c'est ça qu'on critique, mais la méthode en soi était vraiment innovative. Et il n'y a plus personne qui critique cette méthode-là. C'est ce qu'on appelle une interpolation de Pareto. L'idée, c'est que tu as des distributions dans lesquelles tu as des gens qui ont la majorité, le lion's share, la part du lion, d'une distribution de choses et que c'est une très faible minorité à l'extrême qui a le gros de la tarte. Et des distributions comme ça, la manière de le modéliser et d'utiliser des données pour le faire, ils étaient vraiment innovateurs là-dessus. Je ne veux pas leur enlever cette partie-là. La partie que je critique, c'est... Pareto, l'homme à la queue épaisse. Ah ouais, je me rappelle de cet inside-là. Pour ceux qui écoutent, là, j'ai complètement bloqué avec ça. Ceux qui ne comprennent pas, c'est une joke de statistique parce que les distributions, en anglais, on dit fat tails, mais si tu traduis littéralement, comme Yann vient de faire, ça veut dire grosse queue. Ben Yann, c'est un enfant de la loi 101, hein, c'est pour ça que c'est traduit comme ça. Non, mais moi, je suis sûr, moi, j'imagine, avant qu'on. C'est pas parce que je dis de la merde que je suis pas sophistiqué. Non, mais moi, je suis sûr que Yann était. Quand il faisait des traductions françaises de certaines choses, je suis sûr que Yann faisait des gigglings d'un petit garçon qui est comme. Je suis sûr, je l'imagine tellement là, comme étudiant, dire des niaiseries. Ah non, j'allais pas à mes cours. Fait que, comme ma distribution, j'ai une grosse queue. Je sais pas, j'imagine une niaiserie comme ça. Des fois, les traductions m'ont super fier de sa joke. Non, mais j'avoue, je l'ai déjà compté même dans le podcast à un moment donné. Le pléonasme, à un moment donné, on étudie ça en classe, puis on parlait d'exemples de pléonasme, puis moi, le cave, j'ai dit... Le prof n'avait pas aimé beaucoup. Là. Je pensais que tu allais dire « j'ai dit péquiste de gauche ». Yann, c'est comme le champion de se faire des amis. Ah, c'est pas vrai. C'était juste drôle. Il faut être capable de rire des fois dans la vie aussi. Ouais, mais ça, c'est le pire, c'est qu'à 2022, c'est une joke que tu peux plus faire. 2022, tu peux plus faire une joke de même à même. Moi, je peux plus faire ça. Là, je l'ai répété, là, je suis dans le trouble. J'ai oublié, on n'était pas sur Patreon. Je vais me ramasser encore dans un clip à quelque part. Yann au tribunal des droits de l'homme pour avoir dit. C'est quasiment là qu'on est rendu, hein, pareil. C'est quand même incroyable. Mais justement, parlant des droits de l'homme, rentrons dans un deuxième petit sujet qu'on voulait jaser aujourd'hui. Je vais partager ça pour qu'on le voit, parce qu'il faut avoir des preuves tout le temps de ce qu'on dit. Donc, deux grands hommes ici qu'on voit apparaître à l'écran. Pour les gens qui ne le voient pas, je vous décris l'image. Donc, il y a un homme ici qui sourit, il y en a un autre avec un. Hey, mais es-tu d'accord avec moi que Jack Mitt, là, ça. Non, mais laisse-le finir de décrire. Là. Non, mais Jack Mitt, là, ça lève 200 livres au bench press. Là. Il y a des pipes, le gars, en dessous de son habit. Là.
Ah, c'est clair. Oh, Fait qu'en gros, ce que Frank était en train de décrire, c'était Justin Trudeau puis Jack Metzing. Oui, c'est ça. Je serre la main pour parler de leur deal. Exact. Où est-ce qu'ils vont continuer de supporter le gouvernement jusqu'en 2025. By the way, on est vraiment surpris d'apprendre que ce deal-là existe, vu que le NPD est le seul parti qui a supporté la loi pas tant de choses pour saisir les comptes de banque. Puis Fait que ce deal-là, il vient vraiment juste de signer. Avant, il n'existait pas. C'est ça que. Je pense que tout le monde conviendra de cette évidence et conviendra aussi de mon ironie par le fait même. Un deal, ça peut être... Mettons une première chose au clair. Un deal, ça peut être brisé. Ben oui. Right? Fait que je pense pas que quand ils disent que ça va les tenir au pouvoir jusqu'en 2025, c'est qui va faire le enforcement? Ah, Jack Mead, il trouve 3-4 millions, puis il n'y a plus de deal. Oui, pas mal ça. S'il sent qu'il y a une chance puis un avantage à faire ça... Ben, c'est des choses qu'on apprend en économie avec les cartels. Les cartels sont toujours voués à s'écrouler parce qu'il y a un certain avantage à tricher à l'intérieur du cartel. Regardez l'OPEC, ils disent « Ah, notre output de pétrole va être de tant de millions de barils par jour. » C'est tout le temps plus. Là. Il y a tout le temps quelqu'un qui triche. Là. Je veux juste souligner la chose que tu viens de faire subtilement, puis ça joue avec le libertarien en moi. Tu as comparé un gouvernement à un cartel. J'apprécie la comparaison. Ben, moi, je trouve que c'est pas correct pour le cartel là, de faire ça. Là. Au moins, les gens... C'est comme les gens qui n'arrêtent pas de comparer le gouvernement à la mafia. Je tiendrais à dire que dans la mafia, il y a quand même un code d'honneur. On s'en prend pas aux enfants. Il faut faire attention là, à ce qu'on dit. Là. C'est des comparaisons de même, ça nous fait glisser tranquillement vers des zones. Non. Il y avait du sarcasme ici, là, Olivier. Oui, il y avait du sarcasme. Mais en même temps, les gens qui ne comprennent pas le sarcasme avant qu'on vienne à parler des gouvernements de coalition, ça te montre vraiment la différence. Une différence vraiment importante sur les présomptions que les gens font à l'égard du gouvernement. Les trois ici, ce qu'on vient de démontrer, c'est une présomption qu'on pourrait appeler hobbesienne de l'État. Que l'État est naturellement un léviathan, hobbesienne, pour Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que l'État est naturellement un léviathan, un prédateur, et que la nature de l'action du gouvernement, c'est de comment le contraindre le plus possible à ne pas devenir trop un léviathan abuseur. Donc, ça, c'est la préconception. Ceux qui ont accepté le sarcasme qu'on a fait sans du tout broncher, probablement que vous partagez cette vue-là. Sinon, l'autre vue que vous avez, c'est la vision... On a des bizarres. Ouais, mais je suis pas mal sûr que la vision hobbesienne, quand je regarde le poids de l'histoire de l'humanité et ce qui a fait qu'on a réussi à avoir des périodes de croissance économique et de prospérité, c'est quand on a attaché les gouvernements. Quand je vais dire ça à ma blonde à soir, mais qu'elle revienne, je dis, tu sais, chérie, quand j'utilise un humour sarcastique que t'aimes tant, dans le fond, je suis un obsien. Sérieux, là, je vais passer là, même, dans son estime. Oui, c'est très probablement. Mais là, parce que pour les gens qui n'ont pas le visuel, là, c'est-tu petit ou c'est gros? Parce que, pense à Pareto, tu vas avoir ta réponse. OK. Et en termes de proportion aussi, c'est une grosse augmentation ou c'est une petite augmentation? Parce que je veux savoir c'est quoi la quantité de base sur laquelle on augmente. Peu importe ce que tu dis à Vincent, il est en train de faire un calcul, puis après, il va écrire un texte scientifique là-dessus. C'est ça qui est incroyable. En gros, j'arrête de demander à Yann si c'est un imbécile ou si c'est pas un imbécile. Ça dépend des jours. Puis il essaye d'éviter la réponse. Ça, je te dirais, ça dépend c'est qui regarde la vidéo. Là. C'est une variable inconstante dans l'équation. Écoute, puisqu'on fait beaucoup de coq à l'âne ou de l'âne au coq dans le truc, Yann qui évite la question, c'est pas aussi clair que la Supreme Court Justice nominee aux États-Unis, qu'on lui demande c'est quoi la différence. Pouvez-vous définir un homme ou une femme? Puis elle dit, je suis pas biologiste. J'étais là comme... Yeah, right. Yeah. Oh my God! Elle est tellement pas bonne communicatrice, ça n'a aucun bon sens. Le pire, c'est qu'elle aurait pu répondre n'importe quoi. Elle aurait pu dire, je pense que c'est complexe parce qu'il y a des gens qui ont des identités. Elle aurait pu dire, it's your birth certificate. Elle aurait pu dire, est-ce que vous parlez du sexe biologique ou est-ce que vous parlez de comment les gens s'identifient? Il y a de complexe là-dedans. Puis elle aurait juste pu dire, c'est pas mon devoir à moi de me prononcer là-dessus. C'est à vous, la législature, de définir ces termes-là. Pour l'instant, s'il y a une référence, on sait à quoi les lois font référence. Elle aurait juste pu dire ça, puis pas avoir à s'y commettre sur quoi que ce soit. Ah, c'est n'importe quoi.
là, c'est... Savais-tu, Vincent, qu'il existait elle est encore 72 combinaisons pire. différentes de genres possibles? Ouais, whatever. Je m'en fous. Et d'orientation sexuelle. Mais tu sais très bien ce que j'en pense. Les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'identifier comme ils veulent. Gérez vos vies comme ça vous tente. Tu sais quoi votre meilleur identifiant? Moi, là, je me définis, savez-vous comment? Yann Sénéchal, identifiant unique. Oui, c'est ça. Puis non seulement ça, mais je comprends pas l'espèce de manie des conservateurs puis de la gauche de vouloir qu'on se crée des groupes. Arrête d'essayer de te créer un groupe, crée-toi une identité personnelle, puis t'as pas d'affaire à demander aux autres de te valider. Je m'excuse, ça c'est quelque chose qui m'énerve le plus, c'est qu'on a besoin qu'un autre groupe nous valide dans nos choix. Non, t'es une personne, fais des choix individuels. Ouais, t'as pas besoin que j'accepte que tu sois vegan pour pas manger de viande. Là. Ouais, c'est quoi ça? Oui, juste pas manger de viande. Juste pas manger de viande, puis parle-moi en pas. Non, pas. Puis, je veux dire, mon désir de m'affilier avec toi ou ne pas t'affilier, il y a des gens qui vont te juger là-dessus. Il y en a qui vont me juger sur la base de mes idées ou sur la base de ma job. On s'en sac. Je ne vais pas décider d'être prof parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les profs, au même titre qu'il y a des gens qui haïssent les actuaires ou les fiscalistes ou les avocats. Puis je suis pas mal sûr que les gens qui sont avocats, actuaires ou fiscalistes, ils s'en contrefichent si on les aime ou non parce que l'argent, comme disait Don Draper dans Mad Men, elle dit « You never say thank you. Well, that's what the money is for. » Mais c'est incroyable, je suis payé pour je fais ma job parce que il y a quelqu'un qui est prêt à embaucher ma job, puis la valeur que j'ai, que je lui produis, vaut ce qui est prêt à me payer. Puis je retiens du fait que j'ai plaisir à trouver ce métier-là. Puis le reste de mon identité, c'est. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Mais tu sais, Yann. Non, mais je suis Vincent. Pendant que Vincent réfléchit à son genre, ce que j'allais dire, c'est pour revenir à ce que tu disais, pour votre Altesse, pour revenir à ce que tu disais avant. Majesté, excuse. Pour revenir à ce que tu disais avant, Votre Majesté, c'est quand même incroyable de ne pas. Tu sais, je veux dire, les gens peuvent être un petit peu plus étatistes, un petit peu moins étatistes dans la réalité, mais de ne pas avoir de base une certaine méfiance à ce que quelque chose qui est au-dessus de toi, qui a tous les pouvoirs juridiques, légal, policier, etc., de ne pas avoir une méfiance minimale envers cet être-là qui est le Léviathan dont on vient de parler, au vu de l'histoire, là, je veux dire, moi, je ne la comprends pas, celle-là. Tu sais, si tu regardes toutes les pires saloperies de l'histoire qui ont été faites, là, ça a toujours été fait par des gouvernements. L'entreprise privée. Ah ouais, ouais. Bon, OK. Fait que l'entreprise privée, c'est eux qui ont fait ça, le national-socialisme. L'entreprise privée a fait le communisme. L'entreprise privée a fait l'esclavage des gens. Je veux dire, toutes les pires saloperies. Regardez ce qui se passe en ce moment. Capitalisme sauvage. Regardez ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Mais parce que l'Égypte ancienne, c'était du capitalisme sauvage. Mais je viens d'envoyer à Frank un lien vers un livre que les gens, vraiment, c'est probablement... il est en format audio. Il a été traduit en français tellement qu'il est important. Puis il est vraiment facile à lire. Ça s'appelle Seeing Like a State. C'est comment est-ce que l'État... Puis ça, c'est vraiment la meilleure manière de concevoir. Puis James Scott, c'est pas un libertarien, c'est un gauchiste. Il se cache même pas. Il se dit un gauchiste anarchiste, en fait. Puis on peut te dire, Vincent, petite parenthèse, que les pires excommuniateurs de communautés, c'est les libertariens là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire excommuniateur? Lui, c'est pas un vrai libertarien. Ah, ouais. C'est un étatiste. Ça, j'ai jamais compris. Ça m'a toujours fait triste. Je veux dire, t'as une idéologie qui favorise à l'extrême l'individu. Puis plus t'es libertarien dans ta tête, plus l'individu est unique et est important. Mais t'es le premier à vouloir l'exclure de sa communauté la journée qu'il y a une pensée un peu, dire « Ouais, la Banque centrale, ils font quelque chose de pas pire des fois de temps en temps. » Mais ça, c'est le propre de l'idéologie, ça, Yann. Il y a des gens à l'autre, là, si tu vas à l'autre bord du spectre, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui regardent, il y a des gens très à gauche, mettons, qui regardent le NPD, puis dans leur tête, c'est un parti capitaliste sauvage. Ça, c'est pas des jokes que je dis là, c'est vraiment des gens qui pensent ça. C'est que le libertarien qui va m'exclure parce que, par exemple, moi, je dis que la littérature est pas mal claire que les dépenses sociales n'ont pas vraiment d'effet très négatif sur la croissance. Donc, la redistribution, dépendant de comment elle est faite, n'a pas l'air particulièrement coûteuse. L'intervention de l'État est plus coûteuse que la redistribution.
S'il y en a qui veulent m'exclure, la différence, c'est que le libertarien qui va m'exclure ne va pas venir chez moi pour essayer de me shotter pour que je me conforme au reste de ses opinions. C'est vraiment, il ne va pas vouloir s'associer avec moi, mais un, je m'en fous. Puis deux, il ne va rien faire. Fait que, clairement, je m'en fous. C'est probablement la meilleure attitude, je veux dire. Ouais, mais il y a un gun, ton libertarien, là. Fais attention. Hein, j'ai juste pas à trespasser sur sa propriété privée. Mais, mais ce que Scott dit dans son livre, c'est il y a une des chapitres qui, moi, m'a vraiment affecté sur comment l'État nous a forcé, par exemple, si tu vas dans d'autres cultures, ou même dans des cultures anciennes, tu avais des noms différents qui changeaient au cours de ta vie pour refléter des stades de maturité différents. Tu avais un nom d'âge adulte, tu avais un nom d'âge enfant, tu avais un nom si tu étais un ancien de la communauté. Mais pourquoi est-ce qu'on a codifié les noms? Pourquoi est-ce qu'on en est venu avoir un registre? Ben, pour que l'État trace ton identité, il t'a forcé à te commettre à une identité. Alors que, historiquement, quand on regarde, et anthropologiquement, quand on regarde, l'être humain ne se commet pas à une identité naturellement. Il est prêt à morpher son identité à travers sa vie par des noms, mais maintenant, légalement, on a dit tu ne peux qu'avoir un nom, et non seulement ça, mais tu dois le changer. Si tu veux le changer, tu dois nous aviser. Et c'est pas, je ne suis pas en train de dire que abolissez les noms, c'est pas ça que je suis en train de dire, là, c'est pas ça mon point, mais l'idée, c'est que l'État s'est interféré, on a complètement oublié, s'est interféré dans la manière dont nous-mêmes, on se définit en disant que, ben moi, pour collecter mes revenus, Léviathan, je dois réguler ton comportement d'une certaine manière pour que je puisse mieux te tracer et mieux voir l'information, rendre lisible l'information fiscale que toi, tu es pour moi. Donc, j'ai besoin de toi comme outil, alors que ça reflète un des points que les gens de gauche font qui n'est pas faux, qui est que l'identité est un truc beaucoup plus flexible qu'on croit. La réalité, c'est que maintenant, ben, l'État a limité ça à un certain endroit, puis il y a des gens qui disent, ben, j'aimerais ça que mon identité soit plus complexe, puis de genre, je m'en fous, là. Mais ça fait en sorte que quand tu politicises quelque chose d'éminemment privé, ben, c'est sûr que ça vient avec des conflits sociaux plus importants, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait se contreficher, comme l'affaire, je regrette d'avoir fait ce statut-là cette semaine, l'affaire de Leah Thomas, là. L'athlète. Ce statut-là, il était correct, ton statut? C'était bien correct, mais le déversement de la grande classe que tu connais à Facebook et aux commentaires en généraux, puis les gens qui passaient complètement à côté du point que ce que je disais, c'était tu ne devrais pas comparer Leah Thomas avec les extrêmes des distributions mâles et hommes. Tu devrais comparer avec la médiane ou avec l'écart type. Tu devrais voir à quel point. Puis non seulement ça, mais tu devrais comparer aussi avec quel type de ligue, parce que des fédérations pourraient accepter, par exemple, mettons, tu aurais des fédérations plus compétitives, ben tu dis, ben un homme qui a fait une transition vers une femme... T'as peu, là, on est en train de mêler tout le monde. Ton post, ce qu'il disait, grosso modo, c'est... On a tous vu l'image, là. C'est quoi son nom quand il était un homme? C'était... William. William, OK, good. Ben, William était comme 400 quatrième dans la NCAA, dans le classement masculin. Puis quand il est devenu une femme, dans le classement féminin, il est devenu premier. Mais là, il y a quelqu'un qui a repris toutes ces statistiques-là pour dire, attendez une minute. Là. Ils ont sorti les temps de William et de Leah. C'est ça. Comparait les deux, puis il disait, ben regardez, probablement il y a une prise d'hormones ou peu importe, là, c'est ce qui serait quand même assez logique. Fait que il y a un ralentissement, il a ralenti la cadence. D'à peu près 50 secondes par... C'était majeur quand même, quand tu comparais. C'est quand même une grosse baisse. Ce qui est normal. Exactement. Fait que, tu voyais vraiment qu'il y avait un impact hormonal dans cette histoire-là. Là. Ça, c'était définitif. Mais le fait qu'il y a une shape d'homme encore et à l'aide aussi. Puis tu es dans une situation où est-ce que... Puis là, on comparait avec des records nationaux ou même mondiaux accomplis par une femme. Puis dire, ben regardez, il battrait même pas le record mondial éventuellement. Ouais, mais c'est pas la bonne comparaison. Ben exactement, parce que le record mondial a été accompli par une personne. Qui est probablement un outlier. Qui est un outlier. Le deuxième est probablement aussi un outlier. Ainsi de suite, tu veux dire Michael Phelps, c'est Michael Phelps. C'est pas le standard de la natation masculine, Michael Phelps. Non. Tout le monde comprend ce bout-là. Fait que tu sais, moi,
honnêtement, quand je lisais ta patente, j'étais là, j'ai dit, il me semble que Vincent il se complique la tête un peu pour exprimer une idée, mais c'est Vincent. Donc, mais tout ce que tu avais écrit, ça faisait du sens. Que nécessaire.